Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à tous les auditeurs d'RDI Guyane. On se retrouve comme tous les lundis dans Soif de sport. Ce soir au sommaire, on va parler avec Muriel Briquet, présidente de la SPTT de Guyane. On va parler de tout ce qui se passe à la SPTT, tous les sports bien sûr. On va recevoir aussi une personnalité nautique de Guyane, monsieur Henri Georges, du stade du club nautique La Pirogue. Voilà. Voilà, excusez-moi, Henri-Georges Hider, voilà. Et sa fille qui est là. Et puis on aura aussi Thierry Denif par téléphone qui va nous donner ses dernières impressions de ce match très important pour la Guyane qui se jouera ce jeudi à 20h30 au stade Edmar Lama. À la technique, comme d'habitude, Marc, il est là. On est en direct sur la page Facebook rdi.guyane. Je répète, vous pouvez y aller, poser vos questions sur cette page Facebook et en même temps, un numéro de téléphone 05 94 36 3000. 05 94 36 3000. Posez vos questions, suivez l'émission avec nous, posez vos questions. On va commencer honneur aux dames pour la parité, mais elle n'en a pas besoin, elle a du caractère. Muriel Briquet, bonsoir Muriel. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Voilà, je me suis déjà trompé, monsieur Henri-Georges Hider. Voilà, Hider, c'est ça ? Voilà, il y a Hider, il y a Hider. Voilà, mademoiselle ? Bonjour. Bonjour, ça va ? Oui, merci. Voilà, très bien. Donc, Muriel Briquet, je me tourne vers toi, on se tutoie, Muriel. Oui. Ce soir, on te reçoit dans le cadre de cette association qui œuvre en Guyane depuis plusieurs années. Aujourd'hui, tu es la présidente. Oui. Donc voilà, une place d'honneur, mais je pense que tu continues à travailler autant de ce que tu faisais. Donc tu vas nous dire déjà c'est quoi la SPTT à nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, et qu'est-ce que fait la SPTT. D'accord. Alors la SPTT, je vais repréciser parce que la Guyane, c'est très grand. C'est la SPTT Île-de-Cayenne. Et notre vocation, effectivement, c'est d'agir d'abord sur le territoire de l'île de Cayenne. Donc on a un fort ancrage depuis plus de 50 ans sur Cayenne. Et depuis l'année dernière, on s'est un petit peu déployé sur Rémière-Montjoly. Donc la SPTT, c'est un club omnisport. Alors il ne faut pas essayer de savoir ce que veulent dire les lettres. Aujourd'hui, la SPTT, c'est une marque. On a fini des liens, on va dire, très forts avec La Poste et France Télécom ou Orange. Voilà, aujourd'hui, on est un club comme les autres. On est omnisport, ça veut dire qu'on offre plusieurs activités à nos adhérents. Aujourd'hui, il y a du badminton, de la capoeira, du hip-hop, il y a du yoga, voilà, enfin, il y a plein d'activités. Et puis surtout, on offre des activités multisports pour les enfants, donc de l'éveil sportif de 3 à 6 ans, vraiment pour développer les qualités motrices des enfants en s'appuyant sur plusieurs activités ludiques, pratiquées en particulier. Et puis ensuite, on fait la découverte multisport pour les 6-9 ans. Et là, on leur apprend des sports. Donc, ils en font 5 différents chaque année. Donc, un enfant qui est avec nous pendant 5 ans fera 15 sports différents. Et on espère qu'à l'âge de 9 ans, en tout cas, il saura choisir la discipline. En tout cas, nous, on saura dire aux parents sur quoi il a le plus d'aptitude. Voilà. Je reviens sur toutes ces activités. Vous êtes sur RDI, 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Dans ces activités, on vient de parler pas mal des enfants. Les premières activités, 5-6 activités, il faut le dire, c'est aussi pour Ouvert les mamans, aux pour les papas, aux adultes. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, on va rester sur les adultes déjà. Donc, des activités qui sont faites après les heures, bien sûr, du travail ou toute la journée. Comment la SPTT se défend sur ses horaires, sur ses lieux, sur ses jours ? Alors, elle se défend un peu comme toutes les autres associations sportives qui œuvrent grâce à l'énergie des bénévoles. Donc forcément pour les adultes, souvent à partir de 18h30. Par exemple, le yoga le jeudi, c'est 18h30.
Le badminton peut commencer à partir de 19h, ça dépend de la Donc, pratique. on va doucement, Muriel, Oui. le yoga. Oui. Déjà, tu peux un peu déployer pour que les personnes puissent vraiment comprendre et s'imprégner de ce qu'on dit. Parce que nous, on connaît, ça Ouais. peut aller un peu vite. C'est Le sûr. yoga, une activité à Alors, le pratiquer yoga- avec un prof. Exactement, Voilà. avec un yogi, donc, qui est le maître de yoga, qui fait prendre des postures. Et le but, en fait, c'est à la fois du renforcement musculaire, mais également beaucoup de détente avec de la respiration. Donc, de la souplesse, la détente, de la souplesse. Voilà, on va aller chercher la souplesse. Après, chacun y arrive à son rythme. Chacun va choisir la difficulté à son rythme. Et en fait, on a une pratique de yoga, on va dire simple. Et on a mis également en place l'acro-yoga, donc toujours le jeudi à partir de 20h. Donc là, c'est le yoga pratiqué à 2. Et là, on fait les postures à 2. Voilà. Donc, on peut être en couple, entre amis, venir et Exactement. s'inscrire Oui. et venir justement, après une séance de sport le lendemain, venir Oui. dans la séance de yoga vraiment pour récupérer Exactement. toute l'élasticité du muscle, Mm. toute l'élasticité du corps, voilà, pour que le corps soit moins fragile par la suite pour recommencer les efforts. Oui, et c'est très important pour nous justement de parler de la santé du corps, puisque c'est vraiment une dynamique qui nous intéresse. Comme je le dis souvent, on parle beaucoup compétition, on parle beaucoup rencontres sportives. Nous, notre objectif, c'est certes la rencontre, pas forcément sportive, puisque vous avez entendu le hip-hop, qui n'est pas mis dans des activités sportives, mais plutôt dans des activités de culture Culturel, urbaine. voilà. Néanmoins, pour faire du hip-hop, il faut quand même être très gainé, il faut être très tonique, ça s'apparente à du sport. Mais ça reste une activité qui, pour nous, est une activité physique importante, avec une thématique danse. Surtout que maintenant, nos slogans, c'est cultivons nos envies. Donc, en fait, on ne va pas que parler de sport, on ne va pas parler de compétition. On va vraiment parler rencontres, sport, famille, bien-être et santé. Voilà. Je répète, est-ce que c'est dans le même lieu que tout ça se passe? La SPTT a un local, a un lieu de pratique avec un hall, avec des cours de tennis, avec plusieurs installations. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, en fait, on est utilisateur des infrastructures de l'université, donc le complexe sportif universitaire qui souvent est appelé ASPTT, puisque effectivement, jusqu'à il y a une dizaine d'années, en fait, le groupe France Télécom était propriétaire et donc nous étions utilisateurs exclusifs. Maintenant, c'est l'université qui a racheté ces locaux et on continue à les utiliser. Donc, c'est un très grand complexe sur lequel on trouve un hall multisport dans lequel on peut faire certes du badminton, mais également du basket, du volley et du... Il y a un autre sport qui est fait, du tennis, puisqu'il y a un terrain tracé. À côté de ça, il y a 2 terrains de tennis qui vont certainement très bientôt connaître une deuxième vie. Parce qu'en fait, on va essayer de les faire devenir plutôt des terrains multisports pour lancer le basket 3-3, par exemple, que la Ligue de basket est en train de développer, donner un peu de place au futsal. Voilà. Est-ce que je vais dire la SPTT aujourd'hui, une association comme une autre, ses adhérents les plus âgés, est-ce qu'il y a la compétition derrière sur le badminton, est-ce qu'ils sont inscrits pour des championnats de Guyane ou d'autres championnats? Non. C'est vraiment du sport loisir, du sport Voilà. santé. Il y a des rencontres, mais qui sont des rencontres loisirs. Alors, la seule discipline aujourd'hui qui va en compétition, c'est le hip-hop. Donc, en fait, l'année dernière, on a une jeune fille, enfin 2 enfants qui ont réussi à avoir le premier prix au concours national à Lyon et donc qui ont remporté le premier prix au concours régional en Guyane. Donc ceux-là sont inscrits sur des parcours, on va dire, très compétitifs, élites et de haut niveau. Mais notre volonté à nous, c'est pas forcément de rentrer dans le monde de la compétition parce que... Pas pour l'instant, on va dire. Non, on en est sorti en fait. Sorti, on y d'accord. était avant. Au badminton, on a toujours eu de bons résultats. Au tennis, on pratiquait dans les compétitions, mais non, on s'en sort un peu. Le football vétéran, par exemple, est inscrit dans un championnat qui est aussi un championnat loisir organisé par le Sport Guyanais. Oui. Donc voilà, il existe l'envie de rencontres sportives, voire un petit peu compétitives, mais aller briguer des championnats de Guyane ou des championnats de France, c'est pas notre priorité. On connaît le contexte, on va retourner au début de la discussion. Vous allez vous déployer un petit peu sur Rémy-Armand-Joly, comme vous l'avez dit. Ça demande beaucoup de bénévoles, d'encadrants, Oui. de diplômés. Comment on peut arriver à se déployer et justement dans la difficulté? On a reçu pas mal de clubs depuis le début de l'année.
début du mois de septembre. On a vu la difficulté des clubs pour avoir l'encadrement, pour encadrer les jeunes. Vous avez pas mal de jeunes. On a cité toutes les activités que les jeunes peuvent faire, et aussi les adultes. Comment vous faites au niveau de l'encadrement ? Alors, sur l'encadrement, on a de la chance d'avoir plus d'une trentaine de bénévoles qui ont en plus des qualifications soit professionnelles, soit fédérales, donc des diplômes qui autorisent l'encadrement des jeunes, sachant que quand on a un jeune, autant que possible, et voire même en respect de la réglementation, on met un cadre diplômé en face de ce jeune. Ensuite, on recrute. Voilà, il faut embaucher. Il n'y a pas de secret. Il faut former et embaucher. Donc, on a un emploi qui est en charge notamment de l'école Kidisport et Kidisport Plus, spécifiquement sur l'offre jusqu'à moins de 11 ans. Et puis ensuite, c'est valoriser les bénévoles parce qu'on forme. Alors, on forme soit sur la sécurité avec le PS1, parce que c'est systématique chez nous. Une fois que les 2 ans sont passés, il faut le repasser. On forme également sur la nutrition, sur l'encadrement sportif. On accompagne aussi ceux qui ont envie, par exemple, de lancer des CQP. On recrute également des volontaires en service civique. Donc, on fait 2 choses. À la fois, on intègre des jeunes dans le club, mais en même temps, on les aide à payer leurs études, puisque c'est rémunéré par l'État et par nous. Et puis, chaque année, en fait, il y a un des volontaires en service civique qui nous dit vouloir rester en tant que bénévole. Donc, on l'aide à se former. Il existe des dispositifs de la DGSS pour aider à la formation. On n'hésite pas, nous, en tout cas, à les utiliser. Ces moyens. Et on investit nos propres fonds là-dessus, puisque c'est toujours en 50-50. Donc oui, c'est difficile, mais gérer un club aujourd'hui, c'est presque gérer une entreprise. Et donc le mieux, c'est d'avoir un petit peu de rigueur sur la gestion des inscriptions, un peu de rigueur aussi sur la gestion des dépenses, et puis faire des opérations qui permettent d'avoir un peu plus de notoriété et donc d'obtenir un peu plus de regard des collectivités territoriales. On va parler maintenant, il y a 1 an, on a participé à une manifestation où nous étions ensemble. Il y avait le président de la métropole qui s'était déplacé pour l'occasion. Aujourd'hui, 1 an après, le nombre d'adhérents a augmenté, 1 an après. Comment ça se passe pour l'organisation justement des manifestations que vous faites, des actions que vous allez faire dans les quartiers et même dans les écoles, auprès des écoles, puisque il y a 1 an, il y avait le périscolaire, cette année, le mercredi, les enfants sont libres. Comment ça se passe au niveau des actions et l'augmentation du public ? Alors, l'augmentation du public demande l'augmentation du nombre de bénévoles, donc il faut arriver encore à en convaincre et surtout ne pas perdre les anciens, parce qu'il y a une espèce de changement de génération. Voilà, c'est ça. C'est pas les mêmes choses qui attirent les jeunes. Ceci dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui sont prêts à donner de leur temps. Maintenant, il faut garder l'intérêt de façon systématique. Avant, une personne d'un certain âge restait convaincue pendant 10 ans. Un jeune ne va pas rester convaincu aussi longtemps si on n'a pas rallumé la flamme régulièrement. Donc, il faut faire ça. On organise un programme que l'on maintient sur plusieurs années. Hier, par exemple, c'était la journée porte ouverte. C'était quand même la 5e édition. On est parti au départ avec une édition qui accueillait 50 personnes. Cette année, on a fini notre bilan à 150 participants. On parlait donc du sport Donne des ailes, qui est notre opération phare avec la ville de Cayenne, qui permet d'attirer le nombre de femmes. Donc on est à 350. On va rester sur un objectif qu'on s'est fixé d'ici 2020 d'avoir 1000 femmes. Il faut faire des opérations, il faut être innovant, il faut développer de nouvelles offres. C'est ce qu'on essaye de faire en fait en faisant des partenariats avec d'autres associations. C'est comme ça qu'on a mis en place la capoeira. Demain, certainement le Jokan. Là, on est en train de signer un partenariat avec la SPAC pour permettre de développer le kayak et le kayak polo. On ne fonctionne pas qu'avec notre force interne. On essaye aussi de créer un réseau avec d'autres associations qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et puis, je pense que quand on est plus nombreux, on est beaucoup plus fort et on est capable de s'apporter des services. La SPTT a une très bonne visibilité sur Internet, sur Facebook. On a une permanence qui est ouverte tous les jours, ce qui est assez exceptionnel pour un certain nombre de clubs. Donc, ça crée d'autres clubs amis qui ont d'autres compétences, qui ont envie de s'associer avec nous. Voilà un peu notre modèle pour essayer de réussir. À ce sujet, pour le développement, présidente de l'île de Cayenne, j'ai bien compris déjà, on s'agrandit un peu vers Rémy-Montjoly, peut-être Matoury plus tard. Macouria avant. Et vers l'ouest, justement, est-ce que vous avez des contacts ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se développer pour faire le travail que vous faites à Cayenne auprès des jeunes ? Parce qu'on sait qu'il y a de nombreux jeunes sur l'ouest. Il n'y a pas que des jeunes sur l'Est, je pense qu'il y a des jeunes un peu partout. Là, hier, je discutais avec un membre du foot vétéran qui m'apprenait en fait qu'il était diplômé élite en judo,
qui a développé l'activité sur Montsinéry et qui nous demande si on peut le soutenir, et nous, ça nous intéresse. Donc, en fait, on travaille beaucoup par, Par réseau, par affinité. par affinité. Par affinité. Je le répète, les valeurs sont importantes. On ne va pas le faire juste pour grossir, parce que grossir, si les bases ne sont pas solides, on va très vite se s'effondrer. détruire. Ce n'est pas le but. 50 ans, ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, si on veut en rester encore 50 ans, il va falloir qu'on tienne la longueur. C'est un marathon, même s'il n'y a pas d'athlétisme à la SPTT. En tout cas, on fait le travail de fond. Voilà. L'Ouest, oui, on a des demandes sur Maripasoula. J'avoue que la discipline badminton et la notoriété en badminton qu'on a un peu fait, qu'on est demandé un peu partout. Mais on se refuse à faire des opérations coup de poing et aller pas pouvoir revenir. Donc, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir pérenniser une activité, on n'y va pas. On peut donner de l'aide à une association qui a envie de se monter. S'il y a des cadres qui ont envie qu'on vienne leur donner un coup de main, on le fera. Le hip-hop, en fait, est un peu plus avancé que nous sur cette dynamique. Aujourd'hui, celui qui forme les jeunes de hip-hop, qui est Laurent Boss, qui a aussi une notoriété, aujourd'hui, il forme l'école à Régina, l'école à Kourou, l'école à Saint-Laurent. Et puis, notre spectacle de fin d'année, c'est l'occasion que toutes ces écoles se rencontrent sur Cayenne. Donc c'est certainement aussi par ces biais-là qu'on va se développer, mais on n'a pas de volonté d'aller à la conquête de territoires qu'on ne maîtrise pas. L'Ouest, c'est un autre territoire. Moi, j'ai mon beau-frère qui est dans l'Ouest, qui connaît très bien son territoire. Je n'irai pas sur son territoire sans d'abord connaître un peu. J'essaie d'être sûre de connaître l'île de Cayenne, et puis après, j'irai peut-être voir ailleurs. Mais pour le moment, déjà, l'île de Cayenne, c'est assez grand. C'est quand même une population de 150 000 habitants. On part du principe qu'il y a un bon quart qui sont des jeunes. Donc, on a déjà suffisamment de quoi faire avant d'aller chercher les autres. Bien sûr. Monsieur Henri-Georges, 2 mots sur cette association, Muriel Briquet, association ASPTT, que vous connaissez bien depuis les années au moins 80. Vous êtes sur l'activité nautique. C'est que dans les années 90, on hébergeait la SPTT Voile dans nos locaux. D'accord. Ouais. Qui se trouvait nous sommes à Dégradé-Cannes, à la Pointe-Mahurie, le club nautique La Pirogue. Et à cette époque, la SPTT avait acheté des catamarans et on avait mis notre espace à leur disposition pour qu'ils puissent naviguer. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Hitter, sur toutes ces activités pour les jeunes, pour les parents, que la SPTT met en place sur l'île de Cayenne? Si c'était comme ça dans la voile, ça serait super. Enfin, on va la piquer, on va la prendre et puis on va la mettre dans la ligue de voile. Non, le mieux, c'est peut-être qu'on fasse un partenariat. On est quand même ici où vous êtes placé sur la Pointe-Mahurie jusqu'à Cayenne. On est entouré d'eau. On va dire il y a quand même l'espace, la place pour développer les sports nautiques. On voit que sur la plage de Rémy-Armand-Joly, pas mal de sports nautiques sont en train d'évoluer, de grandir, pas mal d'adeptes d'année en année. Donc ça se développe. Oui, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas tourné vers la mer alors qu'elle est là, au bord, près de nous. Elle nous appelle tous les jours. Et il y a de quoi même former des champions avec le nautisme en Guyane. Mais il y a peut-être la couleur de l'eau qui fait que des gens sont un peu rebutés. Une question de culture, peut-être? Il y a des anciennes peurs très ancestrales. Et puis il y a aussi que ce n'est pas un sport professionnel. Alors il y a des parents qui sont souvent réticents à envoyer leurs enfants aller faire de la voile, parce que ce n'est pas comme le football où ils espèrent que l'enfant sera millionnaire, ou le handball, ou le basket. Non, la voile, c'est un sport où vous mettez plutôt de votre poche pour pouvoir naviguer. Mais il y a très très peu de professionnels. Enfin, ils sont quelques-uns. C'est quand même, il y a 2-3 courses qui sont bien médiatisées. Oui, mais c'est une élite du monde. Les courses qui arrivent sur les Antilles, qui partent de la Bretagne. Il y a le Vendée Globe. Il y a pas mal de courses en métropole qui sont vraiment médiatisées et qui font qu'il y ait des skippers renommés en France. Oui, mais ils sont une poignée, les skippers professionnels. Par contre, ce que les parents doivent savoir, c'est que la voile, c'est le sport qui forme les cadres de demain. C'est un sport où vous avez l'enfant à l'âge de 6 ans qui devient responsable d'un bateau. Il devient capitaine. Et il embarque dans son bateau d'autres enfants. Il a la responsabilité de ses enfants. Et il doit faire son bateau traverser le plan d'eau. Et pour traverser le plan d'eau, il doit tenir compte du courant, des vents, de l'état de la mer, des vagues, de la position de son équipage. Donc, il gère une petite entreprise,
Et tout ça, ça développe des facultés de cadre. De responsabilité très, très, très haute. Les Ben parents, oui, parce que vous les avez... parents qui écoutent que des enfants, qui s'occupent des enfants sur l'eau, c'est quand même difficile à accepter, on va dire. Ben, c'est un parce sport que, en justement, équipage. oui, justement, le sport qui est méconnu fait toujours peur. Donc c'est vraiment votre rôle de pouvoir être à côté des parents pour leur expliquer justement toute la maîtrise que ce sport apporte aux enfants. Oui, imaginez-vous, votre enfant à l'âge de 6 ans qui a un équipier ou 2 équipiers dans son bateau. C'est lui qui est à la barre, qui est le capitaine du bateau, et il doit emmener le bateau à bon port. Donc c'est comme la gestion d'une entreprise. Et généralement, la plupart des enfants qui font de la voile, après, moi, en 30 ans, hein, j'ai mes statistiques propres de tous ceux qui sont passés chez nous, eh bien, ils sont cadres plus tard. Ils sont médecins, ils sont capitaines de cargo, ou ils travaillent au port de Dégradé-Cannes comme pilote, où ils travaillent aux affaires maritimes, ils travaillent aux phares et balises. Mais enfin, ce sont des personnes qui s'impliquent rapidement, facilement dans la société parce qu'ils ont appris à gérer et puis surtout à se dépasser. Parce que je reviens à ce petit enfant de 6 ans qui part tout seul sur son optimisme ou avec son équipage. Il a donc à gérer les courants, il a à gérer les vents, mais il a aussi à gérer des vagues. Et puis, il a des rouleaux devant lui de 1,50 m à 2 mètres qu'il doit négocier. Eh bien, quand cet enfant négocie comme ça tous les week-ends ou tous les samedis après-midi à affronter les vagues, eh bien après, dans la vie de tous les jours, ou dans le monde du travail, ou à l'école, pour lui, les devoirs sont beaucoup plus faciles. On va dire que la mer, la grande forêt, ce sont des milieux hostiles. C'est vrai que maîtriser des milieux hostiles, après revenir à la normalité, c'est plus normal, c'est psychologique. Je vais revenir sur votre club nautique, La Pirogue, qui se trouve à la Pointe Mayuri. Comment ça se passe? Combien d'enfants que vous avez le week-end? Est-ce que c'est que le week-end ou les après-midi ou le mercredi après-midi? Comment ça se passe au niveau de l'accueil des enfants, de l'encadrement ou des jours que vous faites les entraînements pour les enfants? Alors, déjà, c'est un club qui va fêter l'année prochaine ses 50 ans. On a été créé en 1969. C'était l'ancien club des scouts marins qui se trouvait à Lancenado dans le temps, pour ceux qui se souviennent. C'est la plage, Lancenado, c'est la plage qui est entre la pointe Buzaré et la pointe des Amandiers. Après, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés sur la plage de Zéphyr dans les années 80. Et puis, depuis le début des années 90, nous sommes à la Pointe Mayuri. Alors, les activités. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, on est dans une très grosse période d'envasement sur l'île de Cayenne. On n'avait jamais vu ça depuis 20 ans, quoi. Très, très grosse période d'envasement qui fait qu'on navigue qu'au moment des marées hautes. Donc les horaires sont variables, c'est soit le samedi matin ou soit le samedi après-midi dans notre cas pour notre association, et que à marée haute. Donc on navigue 2 heures avant la marée haute et 2 heures après. Bon, ça nous fait quand même 4 heures de navigation. C'est déjà pas mal, 4 heures sur l'eau et sous le soleil avec les enfants, quoi. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à faire de la voile? Est-ce que moi, aujourd'hui, qui en ai fait peut-être à 8 ans à la base nautique de Zéphyr, est-ce qu'aujourd'hui, dépasser les 40 ans, est-ce qu'il y a un âge pour me reprendre ou venir juste apprendre? Est-ce que ça peut servir aussi à quelqu'un qui veut passer son permis bateau plus tard fluvial ou zone côtière? Est-ce que ça peut servir de faire de la voile? Alors, ça, c'est de 6 à 90 ans. Vous avez des champions du monde qui ont 70 ans, toujours. Et puis, on peut commencer à n'importe quel âge. En 5 séances, vous êtes autonome, vous savez naviguer. Et puis, c'est le sport le plus simple. C'est un des premiers moyens de locomotion que les hommes préhistoriques avaient inventé, se déplacer avec une voile dans un canot. Donc, les hommes modernes comme nous, je pense que ça ne doit pas être plus compliqué. Et non, à tout âge, on peut commencer et ça s'apprend très vite. C'est coûteux de faire de la voile ou d'apprendre à faire de la voile? Ah, Parce que
Un permis, aujourd'hui, on s'est renseigné un petit peu, aux alentours de 300-400 euros, un permis complet de zone côtière ou fluviale. Ouais. Est-ce que c'est coûteux de faire 10 séances de voile, justement, pour apprendre à maîtriser un peu ou ses émotions, ou maîtriser la navigation, tout simplement? Alors, de mémoire, chez nous, pour les enfants, ça fait 150 euros à l'année. Ça va. Ouais, c'est pas Ça grand-chose. va ouais. bien, ouais. Voilà. Et pour les adultes, c'est du 250. Enfin, À l'année. À l'année, oui. Mademoiselle, Oui. bonjour, rappelez-nous votre prénom. Ider Maëlia. Ider Maëlia, tu pratiques la voile Oui. depuis quel âge? Depuis l'âge de 5-6 ans. Et aujourd'hui, tu en as 11. 11. Et tu continues? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la voile? Eh bien, c'est, comme mon père l'a dit, la façon d'être autonome quand on est sur un bateau. Quand moi, je navigue sur un bateau, je sais pas, mais je me sens un peu libre de faire ce que je veux. Enfin, oui, l'aventure, découvrir et la sensation surtout. Donc, Et effectivement, depuis que tu en fais, tu sens que tu as gagné une confiance en toi. Oui. Oui. Oui, D'accord. Le fait de tenir la barre, le fait de... oui. et tu as déjà emmené des enfants avec toi à naviguer, et c'est toi qui les emmènes et qui leur explique ce qu'il faut faire, et comment tu fais ou comment ça se passe? Oui, exactement, souvent, avec les débutants, avec ma famille, mes petites cousines. Et ça me plaît. À peu près à combien de mètres du rivage que tu as la permission d'aller? 300 mètres, 400 mètres, comment ça se passe? Est-ce que ton père te suit avec un bateau au cas où le bateau se renverse ou autre? Et comment ça se passe au niveau de la sécurité? Eh bien, on reste sur le plan d'eau, où c'est protégé. Et puis, s'il y a un problème, mon père vient et il nous remorque. Mais le plus souvent, on doit se débrouiller seul. Par exemple, mon bateau, il est dans la vase. Pour essayer de l'enlever, eh bien, il y a plusieurs techniques. On essaye de se débrouiller seul et de ne pas avoir des parents qui sont à nos trousses tout le temps. Comment ça se passe, Monsieur Hider, justement, de voir votre fille aussi jeune, à 11 ans, déjà autonome dans la vie de tous les jours? Ça simplifie, ou vous êtes plus en réflexion par rapport à son évolution rapide, par rapport à son sport aujourd'hui? Ben, déjà, je suis très content de voir une fille sur l'eau. Il n'y en a pas beaucoup. Florence Artaud. Oui, mais c'était une sur une centaine de marins. Il y en a d'autres en Angleterre, il y en a pas mal. Ouais. Mais en Guyane, il n'y a Voilà. pas beaucoup de filles et Voilà. les femmes pensent que c'est un sport pour les hommes. Et les hommes pensent que c'est un sport pour les femmes. Mais moi, c'est un sport qui va très très bien aux filles. Et donc, moi, ben, ça me fait plaisir de voir que ma fille est sur l'eau. Il y a encore d'autres filles, mais pas suffisamment, quoi. Et elles ont tout à gagner à devenir des aventurières, hein, enfin, à relever des défis. Qu'est-ce qui explique que la voile ne soit pas plus développée? Est-ce que justement c'est par rapport à la vase? Vous pensez que c'est un gros frein au développement de cette activité? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà, c'est un sport, le matériel coûte cher. Un bateau, pour mettre les enfants à l'eau, c'est entre 2000 et 2500 euros, le bateau, hein, pour un enfant. Si c'est pour un adulte, c'est des bateaux à 4500, à 7000 euros. On ne parle pas de coca-lu, là. On Non, parle non. vraiment de bateau. De bateaux, des riveurs, oui. Après, si c'est un bateau pour mettre 2 personnes à l'eau, c'est des bateaux qui tournent à 8000, 10 000 euros. Donc, vous voyez un peu le coût du matériel. Donc là, nous, comment on s'équipe? On achète plutôt du matériel d'occasion. Comme il y a des clubs très riches en France qui changent des bateaux tous les 5 ans. Donc, on va acheter des bateaux d'occasion là-bas, parce qu'ils sont massivement subventionnés par les municipalités qui mettent la voile comme vecteur touristique. Et puis, bon, des fois, on fait des demandes de subvention. Là, c'est pour l'achat de bateaux neufs, mais comme les demandes de subvention, ça participe à 50 ou 60% du prix du matériel, là, vous devez payer de votre poche 40%, quoi, ou 45%. La dernière fois, c'est ce que ça nous avait coûté. Et là, on part sur des opérations à 50 000, 60 000 euros, quoi. Bon, on fait ça tous les 5 ans ou tous les 6 ans.
Donc ça, c'est déjà un des premiers freins, c'est le coût du matériel. Ouais, donc après, le deuxième, c'est l'encadrement. Trouver des cadres, des moniteurs, des personnes qui ont envie d'encadrer les jeunes. Alors, et comme c'est un sport qui est plus pratiqué par des personnes en mission en Guyane, sur 1 an ou sur 2 ans, donc il y a un turnover important et on n'arrive pas à former des cadres permanents, quoi. Donc il y a déjà ce turnover qui joue. Et puis, le troisième, c'est les périodes d'envasement aussi en Guyane. En ce moment, on n'a pas accès à la mer tout le temps, comme on veut, quoi. Donc ça joue aussi. Voilà à peu près les 3 freins. Et puis, il y a le 4e, je vous disais, c'est pas un sport de professionnel, de footballeurs professionnels et de grandes stars. Donc, les parents n'envoient pas comme ça facilement leurs enfants. Mais je leur dis, et je répète, s'ils veulent que leur enfant devienne médecin ou ingénieur, la voile, c'est le meilleur créneau. Hein. C'est un bon élément. Ouais. On va écouter Thierry Denif, qu'on a eu au téléphone, dans le cadre de cette rencontre Guyane contre Saint-Vincent, jeudi, au stade Edmar Lama, à 20h30, je répète. Donc on va écouter Thierry, juste avant l'entraînement, cet après-midi, nous donner ses impressions avant ce match. Allô, oui. Donc nous sommes, bonjour Thierry Denif, nous sommes dans Soif de Sport sur RDI. Thierry Denif, sélectionneur de la Guyane. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Voilà, on intervient aujourd'hui dans le cadre du match du deuxième tour contre Saint-Vincent ce jeudi au stade Edmar Lama. Je suis sur la liste des convoqués, on va commencer par ça. Plus de 6 joueurs venant de l'Hexagone, en la personne de Grégory Lescaut, Lopez de Matos, Léon et Lugier, les gardiens de but, Al Belanti, l'attaquant qu'on connaît bien ici en Guyane. Est-ce que ça a été chose facile justement en cette période de trêve de faire venir ces joueurs pour cette rencontre très importante pour la Guyane? Non, ça n'a pas été facile. Comme je l'ai dit auparavant, on est toujours dans cette difficulté pour avoir les joueurs à disposition, les joueurs de métropole, les joueurs professionnels, puisqu'il faut négocier avec les clubs la mise à disposition de ces joueurs, puisque on n'est pas une nation reconnue par la FIFA, donc il n'y a aucune obligation pour les clubs pro, notamment même amateurs, de libérer les joueurs. Donc à chaque fois, c'est une négociation, c'est des pourparlers, c'est des discussions, des arrangements pour que le joueur puisse participer aux rencontres de la sélection. Je suppose, Thierry, pour cette rencontre très importante justement pour les qualifications pour la prochaine Gold Cup, tu as une liste très élargie. Je vois pas mal de retours de joueurs évoluant ici, chez nous, dans notre championnat. Est-ce que aussi les joueurs comprennent justement que cette liste est très élargie et c'est les joueurs les plus en forme du moment que tu dois t'en servir justement pour gagner des matchs? Oui, dès le départ, dès ma prise de fonction et à chaque regroupement, je rappelle aux joueurs qui sont convoqués qu'ils font partie d'une liste effectivement très élargie de joueurs qui ont le potentiel pour jouer en sélection et que nous choisissons effectivement en fonction de la forme du moment et en essayant de convoquer les meilleurs au poste pour évoluer en sélection. Alors, on va maintenant se pencher sur ce match de jeudi soir, je le répète, au stade Edmar Lama à 20h, contre une équipe de Saint-Vincent. Est-ce que tu t'attends un peu à la même opposition que ce match qu'on a gagné dernièrement 5-0? Ah non, pas du tout. Saint-Vincent est très certainement à un niveau supérieur à Anguilla. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il va falloir être vigilant et surtout déterminé et ambitieux sur nos intentions de jeu, parce que le niveau ne sera pas le même et on s'attend à une opposition beaucoup plus forte. Pour rester encore sur Saint-Vincent, nous jouons à domicile, la Guyane, les Yanadoko, on joue à domicile.
Est-ce que c'est vraiment le moment justement de prendre des points, de mettre la pression, une pression forte? Est-ce que les joueurs sont vraiment prêts à ce combat justement pour qu'on puisse avoir la victoire pour les prochains matchs qu'on jouera à l'extérieur? Je le répète, on jouera les prochains matchs à l'extérieur. Est-ce que, enfin, pas le 3e match, le 4e match ou voire le 5e match, on jouera à l'extérieur, surtout au Canada. Est-ce que c'est vraiment le moment de prendre les points à domicile? Quel que soit le match, que ce soit le match à domicile ou à l'extérieur, l'objectif reste le même, à savoir gagner ce match, puisque cette nouvelle formule de compétition fait en sorte que la victoire est valorisée, et qu'elle soit à l'extérieur ou à domicile, ça ne change strictement rien. Donc il faut gagner les matchs pour marquer des points, parce que je le rappelle, la victoire c'est 3 points, et le match nul c'est 1 point. Donc il est important de gagner pour déjà nous rester dans cette dynamique de victoire suite au match contre Anguilla. La préparation a commencé dès ce lundi, je pense. Est-ce que c'est suffisamment de temps avant cette rencontre, je le répète, important? Est-ce qu'il y a suffisamment de temps de préparation, toi, avec ton staff, pour que les joueurs puissent se sentir dans les meilleures conditions? Et puis aussi profiter de faire un appel, comme pour ce match contre le Suriname, où il y avait du monde. C'était un match de préparation, je le rappelle, mais que vraiment le public puisse venir aussi vous soutenir. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas le choix, puisque les joueurs étaient en compétition ce week-end. Donc, pour nous, il était important de les regrouper dès le lundi. Et en sachant que ceux de Métropole sont arrivés cet après-midi, donc ils ont joué également samedi dernier. Donc voilà, on n'avait pas trop le choix. Maintenant, on espère que les moyens qu'on a mis à notre disposition vont nous aider à ce que les joueurs soient en tous les cas bien préparés et puis répondre présents pour ce match. Un joueur, je vais retourner sur l'effectif, et il y a un joueur, Torvik, qui a joué en Martinique lors de ta prise de pouvoir, qui a joué dernièrement à Anguilla. On ne le retrouve pas sur cette liste. Est-ce que c'est une blessure ou une difficulté justement pour avoir Torvik qui est à Amiens? Non, ce n'est pas une blessure. Geoffrey Torvik, malheureusement, pour des obligations professionnelles, n'a pas pu se déplacer, venir pour cette rencontre. Donc voilà, c'est un petit peu dommageable, mais bon, je pense que on a des joueurs ici qui sont à même de pouvoir le remplacer, et en tous les cas, les joueurs qui sont présents là vont faire en sorte déjà de bien représenter la Guyane et puis d'atteindre cet objectif qui est la victoire. Je l'espère en tous les cas. Je l'espère. Donc le groupe se sent bien. On fait appel vraiment aux supporters de venir encourager cette équipe qui va jouer son premier match de compétition, son premier match officiel à 20h au stade Edmar Lama. Comment au niveau autour de toi, ton staff, la communication, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'organisation pour ce match? Bien, ça se passe très bien. Maintenant, le match effectivement a été placé par la CONCACAF, donc jeudi 11 octobre à 20h30, non pas 20h, je précise, mais c'est 20h30 au stade Edmar Lama. Donc, j'appelle toute la population à venir soutenir son équipe, l'équipe de la Guyane, pour les aider à bien représenter la Guyane. Et puis, comme je le répète encore, l'objectif, effectivement, c'est de remporter ce match, et je l'espère que, effectivement, ça sera le cas. Donc, on te souhaite le meilleur. Nous, au moins, RDI, on souhaite le meilleur à la sélection de la Guyane et aux sélectionneurs. Donc, on se retrouvera pour transmettre ce match donc à 20h30 sur RDI Guyane avec les Yana Doko contre l'équipe de Saint-Vincent au stade Edmar Lama. Merci Thierry de ton intervention. Merci. Et bon entraînement, bonne préparation à toi. Merci à tous. Merci. Nous étions en direct cet après-midi avec Thierry Denif. Donc on remercie monsieur Ider, Henri-Georges, et madame Muriel Briquet, présidente de la SPDT, ainsi que mademoiselle Ider, qui nous a parlé justement de son activité nautique. Bonne soirée à tous. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.